Alors bonjour à tous, aujourd'hui on décortique le stock picking et je vous propose ici l'extrait d'une webconférence que j'avais faite gratuitement aux inscrits de ma newsletter au mois de septembre 2024. Donc on va parler des critères pour choisir ces actions que l'on veut mettre en portefeuille, comment est-ce que la bourse doit correspondre à votre propre situation personnelle, familiale, comment est-ce que la bourse doit s'intégrer au sein de votre patrimoine de façon globale. Et on regardera aussi comment gérer la peur de louper des opportunités, comment gérer son stress, comment gérer aussi le goodwill au sein des sociétés que l'on souhaite analyser. Et on verra aussi pourquoi moi je conseille fortement d'archiver des données personnelles que vous pouvez vous fabriquer lorsque vous suivez des sociétés. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Je vous dis donc à tout de suite. Donc un disclaimer avant que je commence ici. Donc les analyses que je vais faire ici sont pas des conseils en investissement, c'est vraiment mon point de vue. Et les propos que je vais tenir ici sont adaptés en fait à ma situation et ça peut ne pas vous convenir. Donc moi je rappelle, j'ai 54 ans, je suis plus salarié d'un grand groupe industriel. J'ai quitté le salariat en 2019 et je vis de mes activités essentiellement boursières, plus ma société Finance Academy depuis 2 ans. Donc ce qui fait qu'en fait en termes de fragilité de cash flow, je dirais c'est beaucoup plus fragile que quand j'étais expert nucléaire à EDF SA. Ok. Alors Louis qui me pose une question sur quels sont les 3 critères qualitatifs les plus importants que je regarde pour choisir une société. Alors une small, une mid ou j'irais même à la limite une big cap même si j'en fais pas. En fait j'ai rajouté un critère. Louis, j'en ai mis 4 en fait des critères. Parce qu'il y en a un qui va paraître évident mais je pense que pour moi il est dimensionnant surtout. Le premier critère, en fait, c'est ma compréhension de la boîte, en fait. Donc ça, c'est propre à moi. Ce que je veux, c'est comprendre l'histoire de la société, son modèle économique, comment elle gagne de l'argent, etc. Et ce que je sais, c'est que plus je suis à l'aise avec ça, je comprends mieux la boîte. Ça veut pas dire que je fais pas d'erreur, que je peux pas me tromper dans comment j'interprète ce qui se passe. Mais plus je suis en bonne compréhension de la boîte, plus c'est facile pour gérer la suite. La taille de la position, la volatilité, peut-être je me suis trompé, il faut vendre à perte, etc. C'est encore plus facile quand je comprends bien la boîte. Voilà. Par exemple, moi, tout ce qui est finance, les financières, tout ça, j'ai du mal à comprendre, là, les banques, tout ça. Donc, en fait, j'y vais pas. Donc, c'est le prix à payer de louper des gains, des machins qui montent sans moi parce que je considère que vu que je comprends pas, je vais pas y aller. Voilà. Donc, ça, c'est le premier critère. Il faut que je comprenne la boîte. Donc, si vous êtes plutôt dans la finance, c'est peut-être plus facile pour vous la finance. Ou si vous êtes plutôt, je dirais, j'en sais rien, moi, dans le développement de logiciels en freelance, vous êtes plutôt à l'aise avec peut-être la partie logiciel, ESN, tout ça, quoi. ABC arbitrage, ouais, après ABC, je suis d'accord, ABC arbitrage, le business model, il est assez simple. Après, comme je le dis, Fabrice, ABC arbitrage, donc j'ai fait une vidéo qui est publique dessus, qui fait une demi-heure. Ça reste comme une boîte noire. C'est pour ça que ma pondération, elle est relativement faible. Sur ça, je vais pas mettre comme j'ai fait pour Steph ou d'autres sociétés. Je peux pas mettre beaucoup parce que, je comprends pas trop ce qui se passe et je pense qu'en fait, il y a pas grand monde qui comprend ce qui se passe. Après, c'est propre. Après, tous les critères qui sont propres à la société. Alors, le management, intégrité, alignement des intérêts. Donc ça, je l'ai appris un peu, je dirais, sur le tard. En fait, je l'ai pas fait à mes tout débuts de mes investissements de façon sérieuse que je faisais à partir de 2000-2001. Ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que la boîte elle a un avantage compétitif, donc un fossé par rapport aux concurrents. Et ce que j'aime bien, c'est les clients collés. Donc, autrement dit, une société que je comprends bien, que je trouve que le management c'est pas mal, c'est bien aligné. C'est plus ou moins bien aligné. Vous avez toujours des trucs, des petites zones qui font que c'est pas super bien aligné, mais c'est plus ou moins aligné. Il y a un avantage compétitif que j'estime là, puis peut-être pour un bout de temps. Et puis les clients sont collés. Alors ça, c'est excellent. C'est pas toujours facile de l'avoir. Dans tout ce qui est discrétionnaire, vous ne l'avez pas. Mais des clients collés, quoi. Donc voilà, quand je dis clients collés, c'est ce qui s'appelle les sticky business. C'est-à-dire les business où les clients sont fidèles soit parce que ils ont pas le choix, soit parce que c'est compliqué de changer, quoi. Donc typiquement vos banques, si vous avez beaucoup de prélèvements sur vos comptes, faire les changements de votre banque principale, c'est compliqué, quoi. Ou si vous avez beaucoup de données dans le cloud perso, vous avez des données dans le cloud, tout repasser sur les propositions de j'en sais rien moi de Microsoft alors que vous êtes chez Google, il va falloir que peut-être il y a des gigaoctets de données qu'il va falloir faire basculer, c'est chiant, faut transférer et tout. Bref, c'est pénible, quoi. Donc vous vous retrouvez plus ou moins en fait collé avec ça, quoi. Donc ça, c'est les critères que j'essaie de regarder.
Ce que je vous dis, n'oubliez pas, moi ça je vous le montre souvent, c'est qu'à long terme, la valorisation en fait des sociétés, elle va suivre les bénéfices ou plus exactement les cash flows. Et vous avez la partie cours de bourse qui est drivée par les comptes, hein, sur du moyen terme. Puis les comptes sont drivés par le management, intégrité, stratégie, etc. Donc quand vous avez des managers qui sont des filous là, voire même pire, hein, des managers qui ont déjà été condamnés par l'AMF, bah, il est possible que les comptes, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et puis donc, le cours de bourse, il va suivre un truc qui est pas vraiment ce qui se passe dans la réalité économique. Ok. Donc, quand vous avez des actionnaires, donc les parties prenantes des boîtes, hein, vous avez les États, les salariés, les clients, la direction, les fournisseurs, les banques. Moi, j'aime bien avoir entre l'actionnaire majoritaire, quand il y en a, et puis les actionnaires minoritaires. Ici, faut qu'on soit tous dans le même bateau, quoi. Et non pas vous vous retrouvez. Je vous donne un exemple. Hein, je donne un exemple puisque j'en ai parlé sur Twitter. Photosol où les dirigeants, ils ont 2% du capital, ils prennent une stratégie qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est contestée par d'autres actionnaires. Bon là, voilà, quelque part, c'est pas leur société. Ils ont des salaires qui sont plutôt aisés pour la taille de l'entreprise. Bon, après, ils ont un bon track record, etc. Mais, vous voyez, on n'est pas sur des boîtes, si on reprend ce qui a été dit auparavant, là, on n'est pas sur ABC Arbitrage ou sur Steph, où les gens, ils ont leur patrimoine qui est dedans, les dirigeants. Les actionnaires majoritaires qui sont dirigeants. Ok, donc on n'est pas pareil chez Ruby, mais il y a ça dans plein d'autres boîtes. Hein. Bon voilà, donc ça c'est des choses que moi je regarde, hein, que je faisais pas avant parce que je pense que vraiment ça, cet ordre de la valeur elle déboule dans les cours lorsque les comptes sont plutôt en amélioration ou que ça continue à délivrer parce que au-dessus ça se passe bien. Ok, voilà pour mes 3 critères avec mon critère en plus qui est est-ce que je comprends la société. Donc après, donc Angèle me pose une société. Donc dans un live précédent, tu disais faire attention parce que tu avances dans l'âge. Est-ce que tu pourrais développer? Est-ce qu'il y a des typologies de sociétés que tu recherches, que tu évites en avançant avec l'âge? Donc je dirais oui, vous avez compris. Hein, moi j'ai pu mon gros salaire là d'ingé, là, manager expert depuis 2019-2020. Donc conclusion, il faut que je fasse attention parce que j'ai une famille, j'ai des enfants en bas âge. Enfin bref, il faut que je fasse attention, quoi. Donc effectivement, je fais attention. Donc les cycliques, si j'en prends, je mets une petite pondération, tandis qu'avant, si tu as, je sais pas moi, si tu as 35 ans, que tu as un début de carrière d'ingé, que ça se passe plutôt bien dans ta boîte, ou tu es freelance, ta boîte elle se développe bien, tu commences à faire beaucoup de chiffre d'affaires. Bref, tu as une partie création de valeur dans ta carrière professionnelle qui a une longue piste devant toi, tu peux prendre un peu plus de risques parce que si tu prends une cyclique et que ça se passe pas bien, genre le truc qui coule, ou pendant 4 ans il se passe trop rien, t'es planté avec de la dead money, enfin toi pendant ce temps-là avec tes revenus, ton épargne, etc. à côté, ta perte que tu vas réaliser ou la dead money, machin, ça se trouve en 6 mois de salaire, elle est à nouveau allouée en termes d'épargne. Voilà ce que je veux dire. Ok. Donc ça, moi je l'ai plus, donc je fais attention. Voilà par rapport à ça. Ok. Donc c'est bien en fonction du risque de ma situation perso. Donc ce que je fais, c'est que je limite les drawdowns. Donc si vous prenez, pour ceux qui sont abonnés chez moi, là, vous prenez mon top 4. Bon, il y a les Bolloré, ça s'est plutôt bien passé, mais si vous prenez les Bolloré, les Steph, les Roberté, c'est des boîtes qui, en termes de drawdown, c'est-à-dire la capacité à chuter, à faire jusqu'à 0, moi je pense que c'est plus limité que d'autres boîtes. Voilà. C'est beaucoup plus limité. Parce que il y a des vrais actifs, parce qu'il y a des marques, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y a du foncier, parce que voilà. Ok, donc ça c'est des boîtes que, avec mon âge avancé, j'affectionne plus que quand j'étais jeune où je pouvais prendre, je dirais plus de trucs un peu touchy quoi. Voilà. Donc forcément, ça veut dire que les boîtes que j'ai citées là, les Roberté, les Steph, tout ça, ça va pas faire x4. Ok, voilà. Par contre, on discutait là, je discutais avec un gars qui est client là. Fait partie du même club d'investissement. Voilà, Jacques et Métal, si vous en prenez là, ça peut être de la dead money sur 2 ans, 3 ans, mais il est probable que Jacques et Métal, ça fasse x2 d'ici 5 ans. Donc vous pouvez mettre, si vous êtes jeune, une pondération plus forte que moi ce que j'ai là où ça pèse quasi rien. Là. Voilà. Vous voyez? Bon voilà, c'est ça que je veux dire. Donc typiquement, si j'avais 35 ans, peut-être du Jacques et Métal, je mettrais 5, 6, 7, 8, 9, 10% du portefeuille. Parce que je sais que le portefeuille, indépendamment de sa perf, ma capacité d'épargne plus loin avec mes cash flows de salariés ou de mon entreprise qui marche bien, mon exposition dans Jacques et Métal elle va être très réduite à horizon 5 ans parce que je vais avoir beaucoup d'épargne ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, je vous donne des exemples concrets hein, pour illustrer, mais comme je dis, c'est pas du conseil, hein, achetez pas du Jacques et Métal, tout ça. Comprenez ce que vous faites si vous achetez du Jacques et Métal, faut savoir pourquoi vous le faites quoi. Voilà. Donc je fais des petites positions sur des boîtes plus risquées, au potentiel plus fort, genre Jacques et Métal, avec moins de cyclique. Voilà. Pas ou très peu.
Donc la bourse, ça s'intègre dans mon patrimoine. Hein, vous comprenez ça? En fonction de ma famille, de mon âge, mes revenus. Et je vous invite à faire pareil. Donc ça, c'est un exemple que je donne dans une formation là, sur le patrimoine. Le plus bel actif, c'est vous, en fait. Ça, c'est vos actifs. Moi, j'ai pris un exemple fictif. Hein. Imaginez que vous ayez de l'immobilier. En jaune, c'est le foncier. Vous avez un parking, un autre parking, de l'immobilier, voilà. Mais votre plus bel actif, c'est vous. Et ça a d'autant plus de valeur que vous allez vous former et que vous êtes jeune. Alors si vous êtes jeune, c'est parce que vous allez avoir le temps pour faire les intérêts composés. Et puis après, la valeur, elle va monter dans le temps. Puis si vous êtes plus vieux comme moi, la valeur, je pense, de moi, elle est quelque part un petit peu plus forte que quand j'avais 30 ans, j'y connaissais rien à la bourse. Ok, parce que j'ai appris plein de choses. Mais par contre, en intérêt composé, le temps que j'ai devant moi, j'ai pas 50 ans devant moi. Ok, bon voilà. Bon voilà. Donc ça doit s'intégrer dans un patrimoine quand vous faites de la bourse. C'est pour ça que les remarques de est-ce qu'il faut acheter tel titre, tel machin, faut que ça s'intègre dans le patrimoine. Ok. Si je donne un exemple, si vous avez beaucoup de foncier ou vous avez reçu des héritages avec beaucoup de parts d'entreprise exposées sur, je sais pas moi, le fret maritime, je donne un exemple. Vous avez une situation perso que vous avez beaucoup de titres fret maritime, admettons par un héritage. Bah, vous n'allez pas prendre en bourse en stock picking du fret maritime. Il faut que ça s'agrège, quoi. Ou alors vous êtes vraiment très exposé sur le fret maritime, donc en termes de diversification, c'est pas bon. Ok. Voilà, c'est pour vous donner un exemple. Alors je crois que tu trouves Steph à son prix, tu ne songes pas à alléger pour aller vers un titre plus décoté et rééquilibrer ton portefeuille. Qu'est-ce que tu attends d'un titre qui arrive à son prix? Tu regardes Steph pour le côté rassurant et prévisible. Si tu en avais pas, tu ferais une grosse ligne à ce prix. Donc quand je dis à son prix, après c'est modeste, hein, on n'est pas sur des PE de 15. Hein. Ok, voilà. Steph, c'est un, je sais pas, c'est un PE du 9 là, dans ces eaux-là, 9, 8, 10 à la louche là. Donc oui, forcément, quand on était un PE beaucoup plus faible, là, jusqu'à descendre vers 7, là, on a dû avoir du 7 quand c'était la fin du monde. Voilà, donc oui, quand je dis à son prix, je le garde, bien que ce soit à son prix, parce que les arbitrages, j'ai trop peur d'abandonner une boîte que je l'ai dit, je pense que je la comprends pas trop mal. Je pense avoir une bonne visibilité des cash flows futurs. Dans 10 ans, je pense qu'elle sera toujours là, elle sera encore plus forte. C'est plutôt aligné avec un actionnaire majoritaire qui verse des coupons, donc c'est plutôt bien aligné quand il y a trop de cash. La stratégie, elle est simple, elle se réplique, ils vont sur l'Europe. Donc je pense que le drawdown est limité, ça s'intègre bien dans mon patrimoine. Peut-être que si j'avais 35 ans, j'allégerais un peu pour prendre des trucs plus touchy, pour aller chercher de la perf ailleurs. Par contre, en termes de résilience sur un patrimoine comme le mien, où je vous rappelle ce que je vous ai dit, j'ai plus mon salaire d'ingé et tout ça, je pense que c'est plutôt bien, ça s'intègre bien. En termes de visibilité sur les cash flows, je trouve ça bien, avec un drawdown maîtrisé et un alignement et une compréhension de la boîte. Voilà, j'ai coché 4 cases là. Donc voilà, donc je garde effectivement pour le côté rassurant et je comprends bien le truc. Puis à suivre, c'est assez simple. Si tu en avais pas, est-ce que tu ferais une grosse ligne? Je dirais si j'étais plus jeune, j'en ai combien là? Ouais, j'en ai pas mal quand même. Là, ça doit monter à 15%, là, 14. Bon après les Bolloré, ça a tellement monté que ça a dilué les autres, mais est-ce que je ferais une grosse ligne? Ouais, je pense que même un petit jeune, il peut se faire une ligne à plus de 10%. Là, même là au cours actuel, quelqu'un qui est jeune, quoi. Voilà, s'il veut monter une ligne de 10%, peut-être là il se peut prendre 5, puis il attend que ça baisse, puis peut-être que ça baissera pas. Tant pis, mais au moins il aura 5. Enfin voilà. Donc c'est propre à moi, ma compréhension de la boîte, son histoire, c'est ce que j'ai dit. Le management, ben voilà, ce que j'ai dit. Puis là, on a ça. Ils ont un fossé par rapport aux concurrents parce qu'ils ont 2 milliards de fonciers à reconstruire, c'est impossible. Le risque, c'est les États quand vous êtes trop gros. Le risque, c'est les États qui vont dire qu'ils sont trop gros. Voilà. Puis les clients sont collés. Il y a des régions en France où il y a que en fait. Alors soit vous arrêtez votre activité qui nécessite des transports par frigo, voilà, vous arrêtez ça. Ou soit vous passez par eux parce qu'il y a que. Voilà, parce que l'entrepôt du coin avec les camions qui passent et tout, il y a que, en fait. Et celui qui voudrait monter un truc équivalent, il va falloir qu'il mette des millions d'euros. Et puis en termes de prix, il sera pas compétitif parce que Steph aura possibilité de casser le marché sur cette région-là, parce qu'ils gagnent de l'argent sur d'autres régions. En Ile-de-France, ils ont du foncier à gogo, c'est incroyable ce qu'ils ont. À Rungis, tout ça, il y a tout le frais, ça passe par eux, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc bon, voilà. Après, je dirais les modèles économiques qui sont comme ça, avec des gros capex. Vous avez compris, c'est les capex accumulés qui font que les concurrents ont du mal à les répliquer, mais c'est que ça fait qu'il y a des cash flows opérationnels qui repartent dans les capex. Donc voilà, on n'est pas sur des business avec des capex légers et puis des gros free cash flow. Okay. Donc Steph répond à tous ces critères de ma vision, ok, avec un drawdown limité. Même si l'alignement pourrait avoir mieux parce que au lieu de faire des buybacks, en fait la famille Lemort, au lieu de racheter des titres
quand ça cotait même ça cotait en dessous d'un milliard, hein, il y a 3 ans, hein, alors qu'il y avait 1,2 milliard, 1,5 milliard de foncier, hein. Donc en brut, hein, en plus, hein, donc même pas réévalué. En fait, ce qu'ils font, c'est que dans les holdings au-dessus, ils sortent les managers qui veulent sortir, ils rachètent leurs titres des managers, et puis ils annulent les titres. Donc ils se reluent plutôt dans la holding que dans la boîte cotée qui bénéficierait à tous les actionnaires. Bon. D'un point de vue psychologique, comment réagis-tu quand tu loupes un creux de marché, comme celui de début août ou septembre, et que tu vois le titre qui s'envole sans être dedans? Bah, c'est toujours pénible, hein. Ça fait partie du fonctionnement des marchés, c'est le temple des regrets. Ah, si j'avais vendu Equasense plus tôt. Ah, si j'avais pris plus de Steph à 66 euros. Ah, si j'avais pris moins de ceci ou plus de cela. Voilà, bah, ça c'est comme ça marche comme ça. Faire attention au FOMO, là, hein, le fear of missing out, la peur de louper. Ça vous fait faire des bêtises, ça. C'est votre process qui est, j'ai des poches, une thèse, je comprends la boîte, je veux mettre une poche de temps. Ça s'envole, vous avez loupé le truc. Ah, vous allez courir et puis avoir un prix de revient trop élevé. Ou vous allez peut-être trop surpondérer parce que c'est le momentum, c'est super. Finalement, je voulais en mettre 5%, je vais en mettre 8%. Enfin, faites attention. Respectez vos idées initiales et si jamais le marché vous les challenge, euh, allez voir ma vidéo là, vendre à perte. Faites agir votre système 2 et pas le système 1. Soyez plutôt sur le regard critique de ce que vous souhaitez faire par rapport à ce qui se passe dans le marché. Ça vous titille sur ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu. Et moi, je suis quasi tout le temps investi, 100%. Ça m'évite de me dire, ah, si j'avais nanana. Par contre, j'ai un plan en 4 cracks. Hein, pareil, j'avais fait un live lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Je m'étais dit que je m'étais fait 10% de cash et je vous avais dit que je suis pas à l'aise avec ça parce que j'aime pas, je sais que ça revient à timer le truc et puis regardez où on en est, voilà. Donc, en fait, voilà. On est là, que c'est les communistes, ils sont pas au gouvernement et puis voilà, enfin bref, voilà. On n'est jamais à l'abri d'une réussite. Après, Jérôme, pour un investisseur débutant, est-ce que tu conseilles une forte diversification, ou au contraire se concentrer sur quelques titres? Je sais que j'ai tendance à trop m'éparpiller de peur de rater des opportunités. Alors fais attention, Jérôme, au FOMO là, hein. Le FOMO, c'est pas une bonne gestion. Donc t'as peur de rater des opportunités. Donc ça, c'est un grand risque sur ton portable, c'est un coup à faire plein de conneries. Ok? Donc faut pas que t'en aies peur, faut que tu sois certain que tu vas les rater. Tu vas rater plein d'opportunités. Mais t'as besoin de retourne voir ma vidéo là sur vendre à perte où j'explique qu'il y a une dissymétrie dans les gains. T'as pas besoin de 60 gagnants dans ta vie pour changer de vie, il t'en faut quelques-uns. Ok? Donc des opportunités, tu vas en louper plein. Il faut pas en avoir peur, faut être certain que tu vas l'avoir. Ça fait partie du jeu. Et une fois que tu as appris ça, ben tu vis mieux le truc. C'est juste que c'est chiant. Tu vois, moi je savais que dans les moulins Vest c'était touchy. Là. Moi je savais que c'était touchy avec les bois construction. Le titre a fait avec la période Covid là. Fois beaucoup là, je sais plus combien le truc là. Fois 12, fois 8, fois 10, 100 mois. Voilà, donc j'ai loupé une opportunité de faire du cash parce que j'ai un process qui fait que l'alignement des intérêts, j'en ai besoin. Et c'est non négociable. Parce que le jour où j'y vais, qui se passe pas bien, et ça nous fait un wirecard, ou bref, un scandale, un solution 30, un machin comme ça, et ben tu te retrouves à dire, putain merde, je le savais quoi. Et donc en fait, tu as un bon process, sauf que tu l'appliques pas, et quand tu te prends ton gadin, et si tu fais 30 ans de bourse, aller voir faire affaire avec des loulous, des mecs qui sont pas super clean, là, ça va t'arriver une fois, tu vas dire, putain merde, je le savais. Et tu vas dire, putain, et là tu vas t'en vouloir, et tu auras une bonne raison de t'en vouloir. Donc l'histoire de peur de rater des opportunités, faut pas en avoir peur, c'est le contraire, faut être certain que tu vas en avoir. Par contre, des opportunités qui cochent les cases où tu es à l'aise, faut les saisir. Voilà. Et celles qui cochent pas parce que t'es pas à l'aise, il y a le FOMO, t'as pas eu le temps d'étudier, ben prends-les pas, c'est pas grave. Ça fait chier, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Pour me rassurer, voilà, c'est ça. Ben, pour te rassurer, renforce ton process. Et si tu as l'opportunité qui part, mais t'as pas bien bossé le truc, t'es pas à l'aise, bah ton process, lui, te rassure, il dit, bah prends pas. Prends pas, parce que si ton truc derrière il reprend moins 30% sur ton prix d'achat, tu vas faire quoi? Ah bah tu vas encore être plus pas à l'aise. Voilà, voilà. Mais je souhaiterais avoir plus confiance. Bah, pour avoir plus confiance dans tes choix, j'en parle là. Bon, oui, 2 points. C'est le patrimoine qu'il faut diversifier et pas les portafs. Hein. Je reviens, si t'as eu beaucoup d'immobilier en héritage, c'est idiot d'aller prendre des foncières en immobilier. Ok? Bon, voilà, c'est un exemple. Ok? Donc c'est le patrimoine qu'il faut diversifier. Et puis déjà, 20 titres, 25 titres,
Au-dessus, ça apporte pas grand-chose. Il y a beaucoup de diversification. Il y a beaucoup d'études sur les diversifications qui le montrent. Hein. Par contre, faut pas prendre 20 titres sur de la tech US. Ah, je suis diversifié, j'ai 20 titres. Puis t'as tous les trucs de la tech US. Bah, t'as plein de titres, ouais. Ok, mais t'es trop focus sur le. Enfin, t'as que de la tech US, quoi. Donc voilà. Après, au-dessus, c'est compliqué de les suivre, quoi. Hein. Donc Romain Burnand, il avait fait une intervention sur BFM que j'ai remis. Vous allez sur ma chaîne YouTube, là. Vous tapez Romain Burnand, combien de valeurs en portefeuille. Il explique, lui, sur le portefeuille qu'il donnait à Marc Fiorentino, il avait, je sais plus, cette valeur, je crois. Et on lui disait, mais vous avez du cash, puis cette valeur. Mais pourquoi cette valeur? Il disait, en fait, je fais chez vous ce que je peux pas faire chez moi. Il dit, chez moi, je gère 3 milliards d'actifs. Donc avec 3 milliards, je peux pas prendre cette position. Donc je suis obligé d'avoir 40, 50, 60 lignes. Parce que la réglementation m'oblige à avoir étalé tous mes milliards sur ces titres-là. Mais il dit en particulier, il peut concentrer sur... parce que c'est plus facile pour les suivre. Donc ça répond à... T'as peur de trop t'éparpiller? Ben oui, effectivement, au bout d'un certain nombre de lignes, t'es trop éparpillé, t'es pas forcément diversifié plus que ça. Puis c'est surtout que c'est plus dur de les suivre. Donc voilà. Donc on peut très bien faire des poches thématiques. Tu peux faire des poches thématiques avec peut-être dire 40 lignes, mais tu regroupes des lignes en poches thématiques, ce qui fait qu'en gros, tu as peut-être, une quinzaine de thèmes. Voilà. Ce qui fait que tu as 15 thèmes à suivre, quoi. Donc il y a une logique derrière. Comment analyses-tu le goodwill dans un bilan? Encore merci pour le contenu que tu partages. Ouais, merci. Donc, Epezali. Alors, le goodwill. Donc, un rappel sur le goodwill. Donc, ça, c'est de la compta. Ça vient dans les actifs que possède la société. Et vu que c'est des actifs qui ont des durées de vie supérieures à 1 an, ça sera ce qui s'appelle des actifs immobilisés. Ok? Donc, c'est dans le haut du bilan en normes européennes. C'est dans le bas du bilan en normes américaines. En gros, c'est avec ça qu'ils sont censés créer de la valeur. Alors, pourquoi ça s'appelle survaleur? Goodwill, parce que quand vous avez une société, on peut reprendre les mêmes, hein. Si vous avez Robertet qui rachète un petit concurrent, il va le racheter souvent à un prix plus élevé que l'actif net comptable, que les fonds propres. Donc par exemple, la société a 100 de fonds propres, ils vont mettre 120, ils vont donc décaisser en cash 120 pour les racheter. Et puis donc ils vont récupérer la partie équivalent fonds propres là, de la société, mais ils vont avoir 20 en plus. Et le 20 en plus, il va être dans le bilan comme étant de la survaleur. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont acheté au-dessus de 120? Parce qu'ils pensent que ça vaut beaucoup plus que la valeur à la casse. Parce qu'ils pensent que les managements il est bon, on les garde, il y a des marques, il y a des... Voilà. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des sociétés qui ont beaucoup de survaleur. Alors moi, mon avis là-dessus, c'est que je me méfie. Premier truc. Quand il y a des goodwill, je me méfie. Ça veut pas dire que c'est nul, mais j'ai plus de méfiance sur des goodwill que du foncier intangible amorti. Voilà. Ok? Voilà. Et pourquoi? Parce qu'un goodwill, en fait, ça peut perdre de la valeur rapidement. En fait, ça peut tomber à 0 en 1 an. Parce qu'ils se sont loupés, parce que la marque, elle vaut plus rien, machin. Et quand vous avez ça dans un bilan, et que le goodwill pèse beaucoup, vous allez avoir... Il y a un peu de ça, ce qui s'est passé sur Orpea. En plus, vous avez beaucoup de dettes. En fait, vous avez beaucoup d'actifs intangibles qui peuvent avoir une raison, hein, Orpea, ils avaient des licences pour exploiter, etc., etc. Mais quand vous avez du goodwill qui se dégrade d'un coup, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent, fichier client vaut trop loin, vaut plus rien pour ceux qui vendent des choses avec des fichiers clients, ou des gens qui font du catalogue, des catalogues de, je sais pas moi, dans UMG, ils ont des artistes, voilà. Donc ça veut pas dire que les boîtes qui ont des goodwill, c'est nul à chier, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste que le goodwill, ça a cette particularité en compta d'aller casser de la valeur. Et si ça casse de la valeur, derrière, vous allez vous retrouver avec des fonds propres qui sont cassés, et donc peut-être après des covenants par rapport aux banques qui vont péter, et donc les banques qui vont dire vous devez nous rembourser la dette plus tôt, il faut liquider tel actif, enfin bref. Et ça fout le bras dans la stratégie de la boîte. Donc, premier truc, comment je fais super gaffe. Quand il y en a un peu, que la direction a un track record de folie, ok. Donc par exemple, Robertet, il y en a pas trop, parce qu'ils ont quand même des usines, Robertet, ils ont plus de 50 usines dans le monde, donc il y a du vrai tangible. Mais par contre, il y en a, parce qu'ils rachètent des boîtes plus chères que l'usine à la casse. Ok. Mais il y en a pas trop. Track record est plutôt bon. Et s'ils se loupent, c'est que des petites acquisitions, donc au pire, ils effaceront un goodwill qui pèsera peu dans le bilan. Mais des boîtes qui ont des gros goodwill, je peux vous en donner un qui est dans l'offre expert, qui s'appelle BioUV. BioUV, donc une petite small qui fait traitement de l'eau pour, on va dire, la partie marine, sous-marin, tout ça, puis la partie piscine. Ils ont beaucoup de goodwill dans leur bilan. Et pour moi, ils ont fait une acquisition qu'ils ont acheté trop cher. Ça risque de mal se passer. La dépréciation du goodwill, ça leur pend au nez.
Et derrière, les banquiers, ils vont voir que les convenants vont péter. Donc bref. Donc, premier point, comment je suis super vigilant. Donc je fais super gaffe. Ok? Voilà. Par contre, ça peut être un signe que la direction, elle aime bien acheter des cibles et aussi qu'elle regarde pas trop les prix. Voilà. Bon, par exemple, je pense BioUV, ils se sont loupés. Ok? Voilà. Après, il y a des belles boîtes qui ont des goodwill. LVMH, ils en ont plein. Robertet, ils en ont. Steph, ils en ont un peu. Voilà. Mais il faut impérativement qu'il y ait quelque chose en face. Comprenez? Il faut qu'en face, il y ait un track record des dirigeants qui sont prudents. Ils achètent du goodwill, mais pas trop. Ça pèse dans le bilan. Par exemple, dans le bilan qui total de l'actif au bilan, c'est 100. Le goodwill, c'est 20. Et puis, c'est la somme de 5 acquisitions. Bon, voilà. OK. Puis la boîte, elle a un track record. Voilà. Mais si le goodwill, c'est 80% du bilan, c'est une acquisition. Bah, faut qu'elle marche, hein, l'acquisition, ça. Sinon, ça va mal se passer, quoi. Donc voilà. Donc, je fais hyper attention. Il faut vraiment que, autrement dit, c'est la porte ouverte à quelque chose de binaire, en fait. C'est que ça peut se dégrader d'un coup. Carrière groupe, que les anciens ont peut-être connu. En plus, il y avait des malversations comptables. Carrière groupe dans les années, c'était eux qui faisaient pour les vieux comme moi, là, commissaire Maigret, tout ça, voilà. C'est eux qui faisaient ça pour TF1. Ils avaient énormément de goodwill, ils ont tout déprécié d'un coup. En plus, il y avait des magouilles dans les comptes, mais voilà. Bon, faites gaffe au goodwill. Après, comme je le dis, si vous êtes jeune, vous avez 30 ans, vous pouvez prendre des boîtes à goodwill parce que s'il y a de la valeur en face, etc. Alors, pas des boîtes qui ont pris des trucs genre BioUV, ou pour moi c'est trop touchy. Mais voilà, des boîtes qui ont plus de goodwill. Moi, j'en prends moins maintenant à cause de mon âge et des risques. Je veux pas qu'ils soient trop risqués. Vous pouvez en prendre plus, hein. Ok? Voilà. Donc, en face, il faut qu'il y ait une marque, une vraie, un savoir-faire spécifique. Et tout ça peut être relativement compliqué à déterminer, hein. C'est quoi une vraie marque? C'est quoi un savoir-faire vraiment spécifique? Voilà. Ok? Bon, idéalement, moi, j'en veux pas du goodwill. Ou pas beaucoup. Voilà. Pour autant, voilà, j'en ai. Donc, pour suivre tes sociétés, reprends-tu les données, compte rendu, bilan, nana, sur Excel ou sur Zone Bourse? Alors, Zone Bourse, ça permet de dégrossir quand je découvre une nouvelle idée ou des sociétés à gratter. Avec ça, ça va bien. Mais oui, les fortes convictions, moi, je refais tout en data perso et j'archive beaucoup parce que je pense que la donnée perso, ça a beaucoup de valeur. Et puis, je pense que pouvoir ressortir des vieux comptes rendus, là, je vous l'ai déjà dit, c'est en live. On est en 2024. Je pense qu'il y a des gens, ils ont oublié ce que c'était que 2020, ce que c'était le confinement, Covid, comment les gens ont géré. Il y a des dirigeants qui ont bien géré, il y en a qui l'ont moins bien géré. Et je pense que ça a beaucoup de valeur pour plus tard. Donc moi, je peux ressortir des comptes rendus de 2005 sur des sociétés qui existent toujours, là. Je pense que ça a pas mal de valeur, quoi. Ouais, bon, voilà. Donc les grosses convictions, j'ai plein de data perso, quoi. Voilà. Alors parfois, les smalls sont peu ou pas suivis du tout, et donc les data en ligne sont très sommaires, en fait. Il y a du boulot à faire à la main, donc pour moi, il y a un edge qui est possible. Si je prends, par exemple, pour faire simple, un truc qui est super simple à comprendre, c'est le secteur piscine. Il y a énormément de données sur le secteur piscine qui existent, hein, c'est public en fait, hein. Et forcément, il y a énormément d'impact sur les comptes des acteurs cotés du secteur piscine, que ce soit des leaders mondiaux ou même des suiveurs, en fait. Et vous n'avez pas tout qui est agrégé, en fait. Bon, voilà. Donc oui, Zone Bourse, très bien. T'as les transcripts, tout ça. T'as les transcripts, t'as toutes les news, t'as des alertes mail, t'as les comptes. Et après, moi, je vais plus loin et j'agrège, je retraite. Voilà. Ce qui fait qu'on revient sur... je peux pas suivre 250 boîtes, quoi. Voilà. Après, les grosses convictions, j'ai un suivi très aux petits oignons. Bon, voilà. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir dans la barre de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce type de format. Un pouce en l'air, un partage, ça fait aussi toujours bien plaisir. Et je vous signale toujours l'existence de mon partenariat avec Zone Bourse pour avoir une réduction exclusive de moins 25%. Donc le lien est dans la barre de description. Et pour tous ceux qui veulent assister à ce genre de webconférence, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter et vous aurez aussi 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers ainsi que mes dernières analyses de sociétés cotées. Voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.